Jean-Yann, bonjour. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous pour cette, comment dit-on, pénultième émission, je crois, c'est comme ça. C'est émouvant, hein. Alors, bon, n'exagérons rien, on se fait à tout, on survivra. Larmes. Et c'est l'avant-dernière, en tout cas, de l'émission. Et merci d'être en direct. Et vous êtes le principal, et non seulement le principal, mais l'unique invité de cette émission. Après quoi, vous écouterez Isabelle Motro dans sa parano chronique, avec une actualité, en ce qui vous concerne, Jean-Yann, assez forte, comme on dit, puisqu'il y a un tir groupé de 3 films, du moins sortis en France. Ce sont les hasards de la distribution qui font, comment dirais-je, Télescopé, Belle Maman, Hygiène de l'assassin et Je règle mon pas sur le pas de mon père. Oui, parce que ce n'est pas les mêmes... Enfin, j'en sais rien, je suppose que ce ne sont pas les mêmes distributeurs et qu'il n'en sort pas pendant 2 ans et puis d'un seul coup, il en sort 3 en même temps. Vous les avez vus, non ? Je les vois toujours par morceaux, par petits bouts. Je vois des bouts de cassettes et la plupart du temps, pour les voir en entier, c'est dans l'avion. Mais il y a un certain délai, vous ne les voyez pas tout de suite alors. Mais c'est assez rapide. Je crois qu'il n'y a pas les impératifs... De la chronologie de la télévision. Ouais, il n'y a pas les impératifs de la télévision ou des chaînes cryptées et que dans les avions, ça sort très rapidement. Enfin bon, il faut prendre beaucoup l'avion. Oui, ça fait cher la place de cinéma quand même. Mais d'une façon générale, dans les avions, tous vos films n'ont pas des chances de passer. D'une façon générale, il y a des critères très... Il ne faut pas qu'il y ait de meurtre, il ne faut pas qu'il y ait de sexe, il ne faut pas qu'il y ait de violence. Maintenant, il y a tout un tas de choses parce que maintenant, dans les avions, il y a un choix. On peut passer d'un truc à l'autre. Et non, ça c'est... Il faut pas... Je crois que dans les avions, le seul impératif, c'est qu'il n'y ait pas de film sur les détournements d'avions ou sur les catastrophes aériennes. Ça, oui. Il ne faut pas miner le public, mais on peut montrer un bout de sein, on peut montrer une guerre, on peut montrer des Juifs, des Arabes... Non, ça dépend où vous allez. C'est sûr que pour aller au Koweït, il vaut mieux pas montrer de films qui passent le samedi soir à Canal+, comme c'est arrivé par erreur un jour où le type s'était trompé dans l'aiguillage. Mais autrement, non, dans les avions, on commence à être à peu près... Vous, Jean-Yann, vous n'allez pas au cinéma à part dans les avions, je crois. Non. Ça vous ennuie ? C'est pas que ça m'ennuie, j'aime pas beaucoup être dans le public. Je vais quelquefois au cinéma pour voir des projections privées, mais j'aime pas beaucoup être dans des grandes salles, alors qu'il y a beaucoup de gens du spectacle qui aiment bien être dans des grandes salles avec 600 personnes. Mais moi, non, le papier de bonbons, les gens qui remuent, les gens qui toussent, vraiment, c'est pas mon truc. Et dans les avions aussi, vous pouvez avoir ça. Vous avez des gens qui remuent. Oui, mais dans les avions, j'ai les écouteurs, et puis j'ai ça sur mon petit... Écran cristaux liquide. Ouais. Oui. C'est pas terrible comme image, quand même. Mais ça fait rien, c'est dès l'instant que c'est prêt et qu'on en dispose comme on veut. C'est pour ça que moi, je préfère avoir les cassettes la plupart du temps quand je fais des trucs, on me donne les cassettes. Alors d'abord, c'est un peu prétentieux, mais c'est vrai, j'ai une installation de télévision qui est très bonne. J'ai un grand écran, j'ai la stéréo, j'ai tout un tas de trucs. Donc je regarde ça tranquillement. S'il y a un truc que j'ai pas bien vu, je peux rembobiner et regarder. Donc je veux pas être dans les conditions du spectacle public. Et vos propres films, vous les voyez comme ça? Vous n'avez pas une curiosité très forte juste après le montage final pour le voir? Non, j'en ai pas du tout. De toute façon, c'est le contraire. J'ai aucune curiosité pour les films après. Surtout les vôtres? Surtout les miens. Oui. C'est quoi? Parce que vous êtes votre premier critique? Vous êtes très critique sur vous-même? Non, parce que je crois qu'il ne faut pas tout le temps vivre là-dedans comme les gens qui sont des peintres qui reprennent leur toile pendant 15 ans et qui rajoutent des trucs et qui cherchent à les racheter et qui vont les rechercher chez les gens pour changer une oreille. Donc, par conséquent, il faut faire... Moi, vous savez... Quand je parle de cinéma, et en tout cas de mes films, je ne peux jamais dissocier Gérard Cyr, qui a été d'abord l'âme important à cette maison, mais je veux dire, et avec Gérard, on avait vraiment l'envie de faire des choses périssables. On n'avait pas envie que ça reste. C'est pour ça qu'on ne soignait pas beaucoup les choses qu'on faisait, parce qu'on avait un comportement artistique de technique du briquet jetable. Faut pas s'attendrir sur un briquet en plastique qui coûte 4 francs et qui est fait pour faut pas s'obstiner à le recharger. Vous savez que la plupart des accidents sont des gens qui achètent des briquets jetables et qui font des trous dedans pour les recharger quand même. C'est formidable. Vous me l'apprenez. Ah oui, alors il y a des tas de gens qui disent c'est pas normal, il est vide et on a une bombe machin, on va pouvoir installer un petit truc, il faut un trou avec un clou, ils se font exploser dans le pif. Cela dit, j'ai un type que je connais qui travaille au musée de l'Homme, qui a été un ethnologue tout à fait intéressant et important, dont je ne dirai pas le nom, qui est parti faire une mission en Afrique. Et il avait des gros problèmes d'humidité avec ses appareils photo. On lui a dit, mais pourquoi tu prends pas les appareils jetables? Il a dit oui, c'est très bien. Il a pris les appareils, il a pris les photos et il l'a jeté.
Alors, Vous venez de l'inventer, non, Jean-Yann. non. Et puis, pourtant, un type très bien, je veux dire, un cerveau. Hein. Mais vous pensez sérieusement que les films, d'une façon générale, sont des objets jetables? Non, je pense qu'il y a Il y a des quand gens même des chefs-d'œuvre. Non, je dis pas que c'est que tout le monde doit faire ça. Je dis que nous n'avions pas l'intention, nous, de faire des films qui destinés à durer 15 ans, ou 20 ans, ou 50 ans. Certains ont survécu, parce que c'était le témoin d'une époque ou d'un certain nombre d'événements. Il y a des gens qui font des films, qui sont des films faits pour toujours, pour qu'on les diffuse plus tard dans les stations spatiales. Et cette notion de film pas trop soigné parce que ça va pas trop durer, vous avez quand même un épigone, vous avez un suiveur, c'est Jean-Pierre Mocky. Oui, c'est un peu ça. Sauf que Mocky ne prend pas des phénomènes de société aussi... encore, il l'a fait aussi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le problème du soin apporté au film, si vous voulez traiter des phénomènes d'actualité, on ne peut pas fignoler pendant des années, monter, remonter, surmonter, et puis les sortir parce que les gens ne s'en rappellent plus. Ils ne se rappellent plus de l'événement de base qui a servi à ça. Il faut trouver des sujets permanents pour avoir des films qu'on fignole. Je parle au Jean-Yann comédien, on reviendra au Jean-Yann metteur en scène que vous avez été, que vous serez peut-être à nouveau, vous allez me le dire. Mais le Jean-Yann comédien, il est bon du premier coup, ou vous supportez aisément qu'on fasse 20, 30 prises, comme mon ami Francis Weber, qui vit d'ailleurs à Los Angeles comme vous? Je suis meilleur du premier coup, comme tout le monde, mais je veux dire, je crois que ça, c'est une chose qui est... difficile à expliquer à un metteur en scène qui ne se sent pas bien du premier coup. Car en fait, moi je suis bien du premier coup, c'est lui qui est pas bon du premier coup. Est-ce que quelqu'un ose une question vous faire d'Isabelle refaire Motro. une scène? Bien sûr, des fois 50 fois, mais c'est toujours beaucoup moins bien. Ouais. C'est la phrase rituelle du metteur en scène, mais Coco, c'est parfait, on va la refaire. Oui, bien sûr. Comment expliquez-vous ça? C'est l'angoisse? Non, c'est parce qu'il faut que tout soit bien, et c'est jamais bien. Vous savez, Coppola avait fait une expérience tout à fait extraordinaire à The Top Studio à Los Angeles. Il avait dit, je voudrais que mes films plaisent aux enfants. Donc, par conséquent, il avait pris 11 mômes qui étaient chargés dans une petite camionnette, enfin dans un autocar où il y avait des trucs vidéo, de choisir chacun les images qui leur plaisaient le mieux, pour arriver à faire un montage qui était le montage de l'unanimité, enfin en tout cas de la majorité. Et puis quand le truc a été fini, ils ont dit maintenant on va tourner pour de vrai. Et ils ont tourné pour de vrai, et le problème s'est reposé qu'il fallait rechoisir dans ce qui venait d'être retourné. Donc on n'en finirait plus. Lorsque vous tourniez vous-même, Jean-Yann, lorsque vous étiez metteur en scène de show business, moyen à vouloir des sous, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, etc. Vous faisiez beaucoup de prises, vous faisiez beaucoup de reprises? Mais ça dépend avec qui. C'est-à-dire, il y a des moments où quand on est avec des acteurs qui sont des acteurs avec une forte personnalité et qui rajoutent des trucs, ça devient un plaisir d'en demander une autre parce qu'on sait qu'il ne fera pas la même. Serrault, par exemple, vous pouvez prendre 8 prises de Serrault, il n'y a pas 8 prises pareilles. Donc à ce moment-là, c'est tout à fait différent. Il m'a fait cette version-là, on lui demande d'en faire une autre, puis après on verra. Blier, c'était la même chose. Blier, c'était un type qui pouvait faire 10 fois la même chose, mais c'était jamais pareil. Vous l'avez bien exploité, Blier. C'était le patron qui rencontrait les syndicalistes de Bois de Boulogne dans sa Rolls, non? C'était ça, oui. Et puis le patron de la radio, Mais c'était lui aussi. Oui, mais c'est le propriétaire de la radio, c'est pas le patron. Non, mais Blier, lui, si vous voulez, j'ai toujours été très... Bernard Blier. C'est très lié avec lui et reconnaissant parce qu'il est le premier qui a accepté de faire mon premier film. Et ça, c'est difficile quand on fait un premier film. C'était quoi, Tout le monde il est beau? Oui. C'est encore plus difficile quand on est acteur ou quand on a fait autre chose dans le spectacle. C'est votre film qui a fait, je crois, le plus de succès, si on parle en termes d'entrée, non? On va dire d'entrée Paris et d'entrée surprise, oui. Pas d'entrée au total. Parce qu'à l'époque, moi, je travaillais dans une station de radio périphérique. Donc, par conséquent... c'est une station qui serait du côté de l'avenue Montaigne, hein? Une station, elles sont toutes du côté de l'avenue Montaigne. Il n'y en a jamais que deux. Hein. Il n'y en a que deux. Non, une station, disons,
dont l'idée repose sur le paradis fiscal. C'est pas vrai d'ailleurs en plus. Non, c'est pas vrai. Ah, ça finit par un 1. Voilà. Non, c'est pas celle-là. Bon. Et vous avez une chance sur deux de vous tromper, Isabelle Motro, c'est fait. Et alors le problème, c'est comme je travaillais dans cette chaîne, n'est-ce pas, dans cette radio, j'étais un peu connu d'une ligne qui allait de Bordeaux à Chamonix, mais pas du tout dans le Midi. Ah oui, c'est l'époque des grandes ondes. Voilà, c'est l'époque des grandes ondes, on n'avait pas dans le Midi. Donc, en fait, on a fait un gros succès dans la moitié nord de la France, mais dans le Midi, pas trop. Voilà. Effectivement, vous étiez à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Ça a été mal vu de critiquer de l'intérieur le système des radios privées. Bah, vous savez, le système des radios privées, il n'a pas changé. C'est toujours la même chose, sauf qu'on commence à admettre maintenant qu'il y a des combines publicitaires, parce que publicité rime avec combine. Alors, donc, tout le monde se dit, bon, bah voilà, au départ, c'était surtout ça l'idée. C'est-à-dire ? Mais la véritable idée, la véritable raison pour laquelle j'avais fait un film sur la radio, c'est que comme c'était mon premier, je voulais être sûr de ce que je connaissais. Déjà, on a gagné. Par exemple, j'ai dessiné les décors. Pourquoi ? Parce que je connaissais par cœur les studios. Oui, vous avez reconstitué donc, cette radio. Il n'y avait pas du tout de problème, il n'y avait pas de risque. C'est un peu large comme truc. En 99, on parle donc encore de ce film qui était un peu un film emblématique, comme on dit maintenant. Parce qu'il était périssable. Il n'est pas périssable, on y passe. Non, mais parce qu'on l'a fait périssable. Oui, mais... on l'a pensé périssable en disant, bon, bah, ça va raconter un épisode de la vie de la radio, et puis après, on s'en fout, on va dénoncer 2-3 trucs qu'on connaît. D'abord, c'était pas bien méchant, hein, il y avait pas de... On va dénoncer 2-3 trucs, bon, et puis après, l'actualité a fait que ça a été pire que ce qu'on avait raconté. Donc, du coup, on est rentré dans la sphère des films prémonitoires, quoi. Mais, bon. Est-ce que c'était un film de revanche ? Parce que vous avez été viré de partout, viré de toutes les radios. Non, mais non. J'ai eu de temps en temps un certain nombre de problèmes avec des gens dans les directions. Ça tenait pas tellement à la direction des radios, ça tenait plus au fait que dans le temps, les hommes politiques intervenaient. Avec Gérard, on a travaillé ici à France Inter, on nous a pas prié de partir, on nous a pas repris en septembre. Mais en fait, c'est un truc qui se fait plus du tout. Un truc qui se fait plus. Mais en fait, on nous a pas pris en septembre pour une raison simple, c'est qu'on avait, moi j'avais dit à un moment, j'avais parlé de la Légion d'honneur. Et j'avais eu une phrase malheureuse, je ne sais pas si maintenant elle est toujours aussi malheureuse, j'avais dit la Légion d'honneur c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel trou du cul peut l'avoir. Et évidemment, l'amiral Cabanier, grand chancelier de la Légion d'honneur, je ne sais pas pourquoi il était en train d'écouter ça, ou quelqu'un l'avait écouté, et on a téléphoné en disant, écoutez, c'est pas possible que sur les ondes nationales, un type tienne des propos comme ça sur la Légion d'honneur. Mais vous n'avez pas eu quelques problèmes avec Poher aussi, qui est ex-président du Sénat, regretté président du Sénat. C'est lui, c'est cette même chose, oui. Parce que c'était à l'époque, il assurait l'intérim de Georges Pompidou, donc par conséquent, il y avait... c'est à lui qu'on s'adressait. Mais vous n'avez pas dit autre chose sur Poher, non ? Ah non, j'ai pas dit autre chose sur Poher. J'ai dit que j'avais rencontré Poher dans un claque où il était à quatre pattes en train de manger dans une écuelle avec une dame qui lui disait « Alors, ça le chien, t'as faim ?» et tout. Bon, donc par conséquent, c'était vrai. Oui, c'était pas du tout... Le problème, c'est que c'était vrai. Le problème, c'est pas que je l'avais inventé, ce truc-là. Mais évidemment, je l'ai raconté 100 000 fois et ça n'a jamais été reproduit dans la presse. Enfin, maintenant, on commence à le dire. Parce que maintenant, il est mouru et que de toute façon, il n'y a plus personne qui s'en inquiète. Et puis, l'endroit a disparu, je crois. Voilà. Vous en connaissez des trucs. C'était par rue Paul Valéry ? C'était rue Paul Valéry. Oui. Vous ne connaissez pas ça, Isabelle Non, Motro ? non. Bon, bref, je suis désolée. Des trucs sur quoi ? Oui, non, mais vous savez, je connais beaucoup de choses dans Paris pour des tas de raisons. Alors, il n'y en a plus maintenant, mais pour des tas de raisons, dont la principale est qu'à chaque fois que j'étais quelque part et que je rencontrais quelqu'un dans le monde, c'est lui qui me donnait les adresses. J'étais resté à Paris pendant 10 ans, je n'avais jamais connu une seule adresse. Je vous donne un exemple, un jour j'étais à Addis Abeba, au Steamer Point, c'était une espèce de machin en plein air devant l'hôtel, et il y a un type qui arrive, il me dit « Ah, vous êtes Jean-Yann ?» Oui, je suis content de vous rencontrer, je suis resté longtemps à Paris, j'étais le directeur d'escale d'El Al. À Paris, je regrette, maintenant on m'a mis ici au Kenya, on est compte qu'on était à Paris, j'allais au Spivi, au machin, chez Madame Razelian, chez Monsieur Moutou, il m'a filé 10 adresses le type.
Je lui ai dit, attendez, moi je suis né là, j'ai vécu pendant 30 ans, où c'est, ça c'est au Batignolles, ça c'est au machin. Et grâce à ce type-là, j'ai eu plein d'adresses que tous les touristes ont, sauf nous. Mais vous êtes un bon client de... Non, pas du tout. Non. À l'époque, le problème de ces lieux malfamés dans Paris m'intéressait parce que c'est là qu'on emmenait les comptables. Quand c'était leur anniversaire. On avait des comptables qui étaient assez guindés. Et alors on disait, monsieur Merlot, tiens, ce soir on va faire la fête, c'est votre 40e anniversaire. Et on l'emmenait dans des trucs ignobles où on le laissait avec des personnages de mauvaise vie. Vous êtes pas allé dans un club échangiste dans le 13e arrondissement ? Non. Non, ça vous dit rien ? On vous prête un mot que j'aime beaucoup. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Jean-Yann, il paraît qu'on vous a emmené dans un club célèbre, je ne sais pas s'il existe toujours, qui était du côté du 13e arrondissement. Je crois que c'était chez Cléopâtre. Non, ça vous dit rien ? Non. Vraiment ? Non. Et il paraît qu'après avoir passé une joyeuse soirée, vous avez ramassé la patronne en disant « Merci encore, grâce à vous, j'ai enfin trouvé une famille ». Ah non, c'est pas moi ça. C'est bien, mais c'est pas moi, je regrette. Non, vous n'êtes jamais allé chez Cléopâtre, non ? Non, je suis jamais allé chez Cléopâtre. Je suis allé une fois dans un truc comme ça, un club échangiste ? Un peu bizarre, avec 2 ou 3 copains, dont Jean-Pierre Rassam, qui était mon partenaire pour la production. Et on est rentré dans un machin qui s'appelait le Roi René, qui était vraiment très très loin dans la banlieue. Vous connaissez le Roi René, Isabelle Motro ? Mais non, mais je suis consternée. C'est la ville d'Avray, non ? La ville d'Avray. Et alors on est allé au bar. Moi je suis franc, moi je le dis. Et moi j'ai commandé un petit whisky, puis j'ai regardé. Et puis un mec est venu, il m'a dit, écoutez monsieur Yann, on est désolé, on vous offre votre whisky, mais est-ce que vous pouvez vous en aller parce que vous gênez les gens par votre sourire. J'étais hilar, moi. Je voyais des dames pendues dans tous les coins avec des messieurs qui leur bouchaient tous les trous. Et j'étais effaré, je regardais comme ça, je me marrais comme une baleine. Et le mec m'a fait partir parce que je cassais l'ambiance. Oui, ça. Parce que vous étiez là en tant qu'observateur, bien sûr. Ah oui, je pratiquais pas. Mais bien sûr. Parce qu'au fond, vous êtes un journaliste rentré. Au départ, vous deviez faire du journalisme. J'étais journaliste. Vous étiez un peu journaliste. J'ai fait la très sérieuse école de journalisme, le CFJ, qui est devenu maintenant l'ENA de la presse. Oui. Et vous avez fait quelques reportages célèbres. Justement, en Éthiopie, vous n'avez pas fait une interview d'Haïlé Sélassié ? J'ai fait Haïlé Sélassié. J'ai toujours la bande, qui est une bande à la fois surprenante et suffocante. Pourquoi surprenante et suffocante ? Parce que c'est d'une bêtise, ce que je dis, et d'une inutilité. Et qu'est-ce qu'il répondait ? C'est-à-dire, j'étais parti là-bas avec Geneviève de Villemorin, qui paradoxalement s'occupait des histoires politiques, et moi des variétés. Pourquoi paradoxalement ? Vous pensez qu'une femme n'est incapable À l'époque, c'est pas les femmes. Quand il y avait des journalistes ensemble, les femmes faisaient plutôt la musique, les sports, les arts, les trucs comme ça, et les hommes faisaient les sports, la guerre et les... Et là, on était partis, il y avait plusieurs journalistes, et tout le monde a demandé à être reçu par Haïlé Sélassié. Moi, j'enregistrais des musiques tribales et des trucs comme ça, des choses de spectacle. Et puis, on ne saura jamais pourquoi, c'est nous qui avons été... Les Français ont été choisis, parce que c'était la conférence africaine, et c'est nous qui avons été choisis pour être reçus par l'empereur. Alors, on y est allé. Et puis, un type, quelques heures avant, nous a dit, on vous prévient, aucune question politique. Alors, j'ai dit, ah bon. Alors, on est rentré avec un système protocolaire formidable, fallait s'incliner 2 fois, fallait attendre et tout, avant de voir Haïlé Sélassié sur le trône. On est rentré, il y avait un trône, il n'y avait personne dessus. Alors j'ai dit, ou bien il est vraiment petit et on ne le voit pas, ou alors il est derrière. Et d'un seul coup, je me suis senti taper dans le dos, et l'empereur, qui m'arrivait à peu près à la ceinture, m'a dit, ravi de vous accueillir, en français. Asseyez-vous. Bon, je vous écoute. Alors j'ai mis mon agra sur automatique, et je me suis entendu dire, sire, nous sommes rentrés dans ce palais, les costumes sont magnifiques, est-ce que c'est vous qui les dessinez ? Et en même temps que je disais ça, j'ai dit, non seulement je suis viré, mais je vais être arrêté et jeté au lion, parce que emmerder un mec en pleine conférence africaine pour lui poser une question aussi bête. Mais j'avais pas d'autre chose à lui demander, j'avais rien à lui demander. En fait, on m'avait accordé une interview, j'avais rien à lui dire. Si c'est pas politique, qu'est-ce que je pouvais faire ? Il n'y a pas un autre reportage célèbre. Vous avez la suite il y a une réponse quand même à cette question. Ah non, il m'a dit, nous accordons beaucoup d'importance à l'apparence extérieure des gardes du palais. Je dis, mais alors là, c'est reparti pour un tour. Je dis, ah bon, et les peaux de singe, alors, et machin. On a fait une petite conversation de mode. On se serait cru, je sais pas quoi, moi, à la Cosmopolitan, en train de voir le dernier salon du prêt-à-porter. Alors bon, après, je bafouillais quand même à un certain moment, parce qu'au bout de 2-3 questions, j'ai plus rien à lui dire à ce mec-là. Et puis je suis parti, quoi.
Il n'y a pas une autre expérience en Afrique également, je crois, non? Ah ben j'ai joué au croquet avec Kenyatta, ça c'est un truc tout à fait formidable. Vous ne connaissez pas l'histoire de Kenyatta, Isabelle Motro? Prenez des notes. C'est 2 jours là-bas, on m'envoie, et j'obtiens un rendez-vous avec Kenyatta, qui dit, bon ben vous pouvez venir. Il faut rappeler qui était Kenyatta. Qui était le chef du Kenya, enfin le type qui avait, grâce au parti Mau Mau, avait obtenu pas mal de... Vous savez que les Mamouches, je les avais rencontrés, alors c'est formidable parce que moi je croyais qu'ils avaient un os dans le nez et qu'ils couraient dans la brousse, et j'ai demandé un rendez-vous, et on m'a envoyé je suis arrivé dans un immeuble où il y avait une plaque en cuivre et marqué parti Mau Mau. Alors déjà c'était très bien. Et j'ai discuté avec la sœur du chef du parti Momo qui m'a dit « Mais qu'est-ce que vous voulez faire ?» Je dis « On voudrait d'abord que vous nous expliquiez ce que c'est que les Momos, parce que nous on entend parler de ce truc-là, mais on ne sait pas ce que c'est. » Il dit « Très bien, alors on viendra vous chercher à votre hôtel demain, avec votre matériel. » Alors, rebelote, le Nagra sur l'épaule, 80 kilos à l'époque. Et j'attends qu'on vienne me chercher pour m'emmener là-bas. Et les mecs sont venus me chercher en Vespa. Alors... Je croyais qu'il allait avoir une limousine formidable, que j'allais monter dans un truc royal avec des fanions. J'étais derrière un mec cramponné avec mon truc. Et puis alors là, on m'a dit, bon, vous pouvez rencontrer Kenyatta. Donc je suis reparti pour rencontrer Kenyatta un dimanche. Je suis arrivé là-bas, le type a été très gentil. Il est arrivé, il m'a serré la main, il m'a dit, c'est très bien. Nous sommes en train de faire une partie de croquet avec les enfants. Si vous voulez vous joindre à nous. Je lui ai dit, mais certainement. Alors, là encore, j'ai foutu le Nagra en marche, que j'ai posé sur une table. J'ai joué au croquet, j'avais aucune idée, j'étais d'une maladresse folle, et les mecs étaient très forts. Et puis, maintenant, c'est très bien, merci, on est reparti. Et j'ai écouté ce que j'avais fait, où j'ai le chant des oiseaux, des aboiements de chiens, et de temps en temps, quelques bruits de machin, quand on tape trop fort sur la bille, quoi. C'était vos 2 grandes expériences au début. Les 2 grandes expériences, et après, il s'est trouvé qu'on m'a conseillé de m'orienter sur autre chose parce que ça devenait coûteux à force d'envoyer un mec pour jouer au croquet avec un président. Et là, vous avez rencontré Bouvard, ça a été le tournant. Ah non, j'ai rencontré Bouvard avant parce qu'on a été au CFJ ensemble avec Bouvard. Ah oui, c'est vrai, puis il est resté journaliste. Oui, lui est resté journaliste. Oui. Mais il vire aux variétés maintenant. Oui, ça m'a pas plus tard que moi, mais bon. Ce détail. Et alors, la rencontre avec Bouvard et Martin, c'était déterminant dans votre évolution, Jean-Yann? Bon, avec Bouvard, oui, dans la mesure où on a fait après cette émission des grosses têtes qui a eu un succès. Que vous faites toujours, d'ailleurs. On fait toujours. On a des trous des fois, mais on la fait toujours. Ça fait 22 ans que ça dure, c'est quand même beaucoup. Avec Martin, c'est autre chose, parce qu'avec Martin, on a été finalement très peu ensemble. On a fait plus une carrière dans notre association qui consiste à raconter ce qu'on a fait pendant une période courte. C'est-à-dire, tout le monde me dit quand vous étiez avec Martin, c'était formidable. Mais on n'a presque rien fait avec Martin. Mais on en a beaucoup parlé après, entre nous et un peu partout. Comme maintenant, c'est-à-dire maintenant. C'est des images, oui, effectivement. Non. Voilà, on dit alors, il y a avec Martin. J'ai avec Martin, formidable. C'est vrai, c'était formidable, mais on n'a pas fait beaucoup. Je crois qu'on a fait 7 ou 8 émissions. Vous n'avez pas été viré ensemble, pardon, d'assister sur ce non, côté on n'a pas été licenciement. Non, je vais vous dire pourquoi je ne suis pas viré, moi, d'une façon générale. C'est pas du tout parce que l'histoire du virage me gêne. C'est parce que c'est à jamais moi à qui on confie les émissions. Personne de toutes les chaînes françaises ou radios françaises, à part RTL pendant une petite période, mais pour des raisons un peu différentes, ne m'a jamais dit « Monsieur, faites-nous une émission ». C'est toujours un autre qui l'a et qui m'appelle. Et Martin, c'est lui qui était le patron. C'est à Martin, on avait demandé de faire une émission, et Martin a dit « Viens avec moi ». Si on lui demandait des émissions, il disait « Viens avec moi ». Et pourquoi vous craignez j'en sais rien, les responsabilités Non, parce que, j'en sais rien, je sais pas. Donc c'était toujours les autres qui étaient virés. C'était toujours les autres qui m'annonçaient qu'ils étaient virés et que par voie de conséquence, je devais suivre le mouvement. Ils étaient virés par procuration, en quelque sorte. Et à la télévision, c'était pareil aussi? Vous n'avez jamais eu d'émission à vous, à la télévision? Jamais, on m'a jamais demandé. Pour c'est une façon un peu, comment dirais-je, pas hypocrite, mais protégée de ne pas être en première ligne comme ça. Mais oui, mais c'est pas moi qui l'ai voulu. Je veux dire, j'ai fait pour la télévision des films de télévision qui étaient produits par des producteurs de télévision qui me demandaient d'être acteur ou d'être quelquefois, je sais pas quoi, adaptateur. Mais personne de la télévision m'a jamais appelé en me disant « Cher monsieur, voilà, voulez-vous faire des choses pour nous ?»
Est-ce que vous accepteriez? Non, maintenant non. Maintenant j'ai plus le temps. Non, moi je veux dire à l'époque où il fallait toujours que ça passe par quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. Votre question, Isabelle Motro, c'était est-ce que vous feriez encore des films ou des Non, téléfilms? Est-ce que vous accepteriez Si on me aujourd'hui demandait d'en faire une maintenant, oui, non. Une émission régulière à la télévision, une fois tous les mois. Le Yann Show. Le Yann Show. Non, parce que d'abord... le One Yann Show. Non, on ne va pas faire des machins de vieillards et tout. Je veux dire, c'est un truc de... Quoi? Comment ça? Non, mais il y a suffisamment de jeunes types maintenant qui doivent justement s'exprimer dans la télévision sans qu'on aille rechercher les vieux trucs éculés de tous les... Apparemment, ça fonctionne bien, les vieux trucs non, éculés. Ça... Vous la regardez, la télévision, un peu? Vous avez le temps? Ah oui, moi, je regarde même que ça. Je veux dire, je regarde plus la télévision, puisque je vous ai dit que je n'allais pas au cinéma. J'ai connaissance de ce qui se passe dans le spectacle par la télé. Mais alors, vous regardez aussi la télévision française, puisque vous n'êtes... Je regarde tout, je suis le zapper fou, moi, je regarde tout ce qu'il y a. Et vous trouvez que, par exemple, dans le domaine des variétés que vous connaissez bien, vous trouvez qu'il y a du progrès ou une régression, ou c'est la continuation de vieilles recettes avec des jeunes animateurs? Comment vous l'apercevez? Dans les variétés, je ne sais même pas ce qu'il y a, donc je peux vous la regardez ou vous la regardez pas? Oui, mais je ne regarde pas ça, je veux dire, si c'est pour regarder, je ne regarde pas les émissions où... Quand il y a Céline Dion, Lara Fabian, tout ça. Oui, c'est ça. Vous ne regardez pas, non? Non. Vraiment pas. Qu'est-ce que vous regardez alors? Qu'est-ce que vous regardez à la télévision? Les grands débats politiques, non? Je regarde tout. D'abord, je rentre, il est 10 ou 11 heures du soir, et je mets la téloche. J'ai le satellite quand je suis en France. Hein. Et puis je regarde. De temps en temps, je tombe sur quelque chose d'intéressant, je reste là. Si c'est pas intéressant, je zappe. Et je peux regarder des débats, mais je regarde qu'une petite partie. Je regarde que le type qui m'intéresse. Dès que ça vient ennuyeux, je zappe. Et vous regardez les films aussi, non? Je regarde des films, oui, des vieux. Je regarde beaucoup cinéphile. Je regarde des machins comme ça, les ciné classiques. Ça, c'est vraiment bien. Je ne rate jamais les films avec toute la bande de... Carrette... ah oui, toutes les séries B des années 30, 40, 50. Oui. Alerme en député et Suzy Carrier en déshabillé vaporeux qui descend à l'escalier central. Parce que il y a un truc tout à fait nouveau dans la politique actuelle, c'est que quand on fait les photos chez les gens, ils n'ont pas d'hôtel particulier avec un escalier central, mais dans tous les films où il y avait un député ou un sénateur dans le temps, en 1940, de 40 à 50, il y a toujours le grand escalier central et les 12 pièces, même chez Guitry. Que vous avez connu d'ailleurs. Que j'ai connu, mais je veux dire, Guitry, c'est pareil. Guitry écrivait ses pièces avec une espèce de chose hallucinante, avec des expériences ancillaires, là, en disant il y avait toujours une cuisinière, un valet de chambre, un chauffeur et tout, comme si tous les mecs qui travaillaient dans le spectacle ou qui étaient médecins ou qui étaient avocats avaient ça. Vous aimez bien ces films de série B, ce qu'on appelait les nanars. Vous en avez tourné quelques-uns avec j'ai tourné, Darry Cole. Oh là là. Oh là là. On en a tourné beaucoup parce qu'à une certaine époque, on tournait très peu. On tournait 2-3 jours. Et on tournait 2-3 jours dans les films où il y avait des creux. C'est-à-dire on disait, si on colle Darry Cole quelque part pour une demi-journée, pour faire un portier d'hôtel ou pour faire n'importe quoi, il va arriver, il va faire « ça va, je vais très difficile et tout », et les gens vont rigoler. Donc, il ne servait pas à l'action, c'était simplement pour qu'on rajoute des trucs. Et généralement, moi, j'en ai fait beaucoup avec Francis Blanche parce qu'on faisait les clients du bar. Quand il y avait un bar, il y avait besoin de 2 mecs qui parlent au bar, et on nous mettait, et on disait « allez-y, improvisez, faites des choses ». Alors, on faisait les clients du bar qui se disent des généralités. Je suis aussi français que vous. Voilà. Alors on avait la phrase, c'est quand on savait plus quoi dire, on disait je suis aussi catholique que vous, monsieur. Et là il y avait, on savait qu'il fallait reprendre. On pouvait parler des heures avec Francis comme ça. Mais donc il n'y avait pas de script, il n'y avait pas de. Ah, il n'y avait rien du tout. Non, c'était simplement un type, qu'est-ce qu'on va dire, un privé, enfin un détective privé était dans le hall d'un hôtel. Il attendait de voir si la dame qui était avec son amant dans la chambre 38 allait descendre. Il faisait semblant de lire un journal et là c'était creux, il fallait quelque chose. Donc derrière il y avait un bar et il y avait nous. Alors le barman disait « Qu'est-ce que je vous sers, monsieur? Sur quel ton tu m'as parlé là, toi? Je suis catholique aussi. » Alors, alors comme ça faisait des petits flashs, ça meublait. On a peine à comprendre, si on ne vous connaît pas bien, comment c'est le même homme qui faisait ces nanars et celui qui a produit quand même Lancelot du Lac de Bresson.
Oui, mais parce qu'à l'époque, c'était pas tout à fait pareil. Là, des fois, quand je m'entends parler, je crois que c'est pas moi, parce que je me dis que c'était si vieux que ça. Le problème, on était, pour les mêmes raisons, dans un monde auquel on n'accordait pas le moindre sérieux. Francis, Francis Blanche, qui était un garçon tout à fait cultivé, qui faisait des choses très très sérieuses. À partir du moment où on disait spectacle et rigolade, il était d'accord pour faire n'importe quoi, mais il avait oublié quand il était parti du studio. Il s'en foutait, c'était autre chose. C'était un petit truc à faire. Darry Cole, qui est un pianiste extraordinaire, qui joue du clavecin comme un dieu, bon, c'est la même chose. Il fait ça, bon, c'est rigolo, mais bon, c'était pas très sérieux. Et vous trouvez que ça a évolué, que les gens se prennent plus au sérieux dans le cinéma ? Il n'y a plus ce genre de film aussi peu cher et fait aussi rapidement. Parce que à part Mocky, déjà cité, effectivement, il y a lui. Ah mais ça, c'était pas bon. Non, mais dans Mocky, il y a de la qualité. Dans Mocky, il y a des idées. Tandis que là, c'était même pas les idées. On faisait des films. Je me rappelle, on avait fait un film un jour où il y avait tout le monde, Poiret, Serrault, Darry Cole. On avait on tuait un mec, on le roulait dans un tapis. Et le metteur en scène, on devait le soulever, il fallait passer dans une petite porte. Il a dit, mais pourquoi c'est si gros ce paquet ? On lui a dit, mais parce qu'il y a un mec dedans. Il dit, mais non, les gens regardent pas ça. Virez le mec, sortez seulement le tapis. Alors on avait un type qu'on a assassiné, on le posait sur un tapis, on roulait, et le tapis avait le diamètre d'un gros cigare, quoi. Donc, je veux dire, comme ça, il a pu sortir. Mais les gens s'en foutent, ils regardent vos têtes, ils regardent pas ça. Dites une connerie pendant que vous transportez le tapis. Et vous avez dit la connerie ? Il dit, oh, je suis catholique comme vous, monsieur. Running gag. Vous avez là, genre, il y a un peu nostalgique de cette époque où, dans les nanars, genre Triporter, où d'ailleurs vous ne figurez pas, je crois, mais, on se prenait pas au sérieux, on rigolait. Vous aimez moins votre époque actuelle ? Non, mais c'est parce qu'on change d'activité. Vous me dites, est-ce qu'on peut faire des nanars et produire Lancelot du Lac ? C'est parce que à un certain moment, on rentre dans les choses qui correspondent à l'âge, à l'expérience, et on devient producteur. Bon, la production de nanars n'est pas intéressante pour le producteur. Ça dépend à quel point. Elle était intéressante à cette époque-là parce qu'il y avait une grosse consommation dans les salles. Donc, par conséquent, les types disaient, bon, on veut faire des films populaires qui se font rapidement, qui ne coûtent pas très cher et qui vont attirer des spectateurs. Maintenant, il faut être compétitif avec plein de choses. Il faut pouvoir faire des choses à longue haleine. Par exemple, quand je vous disais tout à l'heure, on a fait des films périssables. Lancelot du Lac, c'est pas un film périssable, mais c'est un film qui va durer 50 ans en petit. C'est un cas de longue haleine. Par exemple, aux États-Unis, il a eu du succès dans les universités. Il continue à en avoir. Vous qui viviez beaucoup à Los Angeles, justement, quels sont les films français, si du moins il y en a, que les Américains voient ? Ils n'en voient pas beaucoup parce que les Américains, si on leur donne des films français qui sont vraiment français, leur montrant la France, ils trouveront ça peut-être intéressant. C'est pour ça qu'ils ont aimé pendant longtemps Pagnol. Mais si on leur donne maintenant le 5e élément en leur disant voilà un film français alors qu'en France on dit c'est un film américain, je dis pas du mal du 5e élément, mais je veux dire la chose est en porte-à-faux. Si on fait un film français avec Bruce Willis et des moyens techniques américains, ou si on fait un film avec des moyens techniques américains et Bruce Willis et un metteur en scène français. Mais les metteurs en scène français, ils ont toujours eu du succès en Amérique, surtout quand ils étaient en Amérique. Mais il vaut mieux faire des choses à la française, dans le psychologisme, le dialogue, et pas essayer de lutter contre eux sur leur terrain. Je crois que dès qu'on se met autour d'une table en étant représentant du spectacle et qu'on essaie de faire des choses logiques et qui vont marcher, on se ramasse autant que quand l'ONU se réunit. Comment voulez-vous dire, bon, alors on va chercher quelles sont les choses françaises qui vont plaire aux Américains ? Et alors là, on va être en pleine conférence de rédaction en disant ça serait plus fort, non, ça serait mieux. Alors mettons les quais de la Seine, alors mettons la pétanque. Moi, j'étais consultant en Amérique 2-3 fois, et notamment pour un truc où il y avait une dame qui était prisonnière au musée du Louvre. Alors, les 3 questions à laquelle j'ai eu à répondre, c'était ça. C'est est-ce que sur le Louvre, il y a un néon ? Parce que les mecs, ils voulaient écrire musée du Louvre sur la porte. Donc, j'ai dit...
Non. Deuxièmement, est-ce que l'apparence de ce bâtiment correspond au Louvre? Et c'était un machin du Nouveau-Mexique, c'était jaune comme le palais Esterházy de Prague, c'était un machin jaune ocre. J'ai dit non, ça c'est la place Masséna, c'est pas le musée du Louvre. Et après il me dit, est-ce que la petite place qui est devant le musée du Louvre est crédible? Et il y avait un type qui avait trouvé une photo qu'il avait trouvé bien, qui était la place du Fürstenberg. Ils avaient reproduit la place du Fürstenberg devant le musée du Louvre, et ils avaient mis d'un côté un mec qui vendait des glaces et de l'autre côté un mec qui vendait des marrons. Alors j'ai dit là, écoutez, déjà la place, bon c'est pas ça, mais à la rigueur on peut faire une licence poétique, vous pourrez admettre cette place-là. Mais il va falloir choisir entre les marrons et les glaces, parce que les marrons c'est vraiment l'hiver et l'été c'est les glaces, mais vous pouvez pas mettre les deux en même temps. Et ils ont tourné cette version de la dame prisonnière dans le musée du Louvre. Jean-Yann, c'est l'un des aspects de vos activités aux États-Unis. Vous êtes consultant, vous avez également plusieurs sociétés. Je crois que vous avez ça existe toujours, Sine Qua Non. Non, Sine Qua Non, c'est français. Là-bas, nous avons une compagnie où il y a plusieurs personnes. Je ne suis pas tout seul, qui s'appelle Multimedia Innovation, parce qu'il faut suivre Vous me redites ça, son époque. Multimedia Innovation, qui s'occupe de marketing, d'installer des webs, et notamment d'installer des sites sur Internet pour faire connaître les choses françaises dans le monde. Avant, on disait aux États-Unis, mais maintenant, on dit dans le monde, puisque c'est sur Internet. Mais il n'y a pas aussi une autre de vos spécialités qui consiste à avoir plein d'idées, avoir une sorte de banque de données de gags? De gags, non, mais d'idées dans un certain nombre de domaines, oui, mais parce que les Américains sont assez ouverts à ce genre de manifestations au moment de Noël pour des fêtes. Enfin, par exemple, on a organisé les fêtes du bicentenaire quand on était là-bas. J'avais voulu faire la table la plus longue, avec les cuisiniers français, la table la plus longue du monde, sur Melrose. Alors, je voulais faire une table de 7 km. Et alors ? On ne l'a pas faite parce qu'on a eu des problèmes avec les voitures, avec la sécurité sur le trottoir. On voulait faire le plus grand banquet du monde. Et oui, vous aimeriez bien, je crois, continuer à faire dans ce genre des grandes manifestations non, à la Jean-Paul Goude. Ah bah si, bah oui, mais ça, non. Non, je dois dire que... Vous n'auriez pas aimé faire j'aurais adoré, pour le mondial plutôt que les géants? Ah ben les géants, je le félicite, le mec qui a fait les géants, c'est très bien. Ça a duré longtemps, comme ça on a eu le temps de s'en imprégner. Mais je ne sais pas s'ils en ont foutu. Qu'est-ce qu'ils en ont foutu des géants? Je ne sais pas, on n'ose pas les ressortir, je crois. Non, ils les ont toujours. C'est moi, les géants, j'aurais trouvé ça bien s'il y avait eu des gens dedans. Un peu comme le cheval de Troie, s'il y a un certain moment, on avait ouvert les géants et qu'ils soient sortis des comiques. Mais là, les géants eux-mêmes, c'était pas terrible. Alors, avec vos activités, c'est d'abord faire l'acteur, surtout? Non, mes activités, c'est d'être vénal et feignant. C'est-à-dire que... J'étais sûr. Oui, c'est sûr. Je prends ce qui est le plus rapide et le plus facile. Mais comme tous les gens qui travaillent beaucoup, votre coquetterie consiste à dire que vous êtes feignant. Non, c'est un boulot d'être feignant. Oui, c'est un full-time job, comme on dit à Los Angeles. Eh oui, c'est du boulot, parce qu'il faut tout calculer. Il s'agirait pas de faire un truc de feignant qui devient un enfer, parce que c'est une galère de travail. Non. Non, le problème, c'est pour arriver à faire un film, déjà, par exemple, en Europe, il faut environ 20 à 25 déjeuners. Donc déjà, déjeuner mardi pour se revoir vendredi, vendredi pour se revoir mardi, mardi pour... Donc ça veut dire que ça occupe du temps. Alors, il y a déjà 3 mois de déjeuner avant qu'on ait commencé à prendre une décision. Donc si, dans ces 3 mois, au cours de ces 3 mois, il y a un type qui m'appelle en me disant « Écoutez, il y a ça à faire le 22, est-ce que vous pouvez pour échapper à ce... » Oui, je dis « D'accord, je le fais. » Donc c'est pour ça que je tourne plus que je ne produis et je déjeune moins que je ne tourne. Et comment expliquez-vous ces différences de culture entre les Français, les Européens, les Américains? Les Américains, la décision est très rapide. C'est oui ou c'est non, mais voilà, et on ne déjeune pas. Enfin, on n'a pas besoin de déjeuner. D'abord, on déjeune en les mauvaises langues disent qu'on mange mal, c'est faux. Mais on déjeune pas. On prend un bon petit déjeuner ou on fait des petits déjeuners et puis après on dîne chez soi. On n'a pas besoin de déjeuner pour prendre des décisions. Écoutez, un jour, j'avais été invité par le représentant du... Avec Cyr, on avait été invité par le représentant du patronat français. Je ne sais plus comment il s'appelait. Le CNPF? Oui, CNPF, qui voulait rencontrer des gens de toute nature. Gattaz, non, Ambroise Roux. Ambroise Roux, il y a longtemps. Il y a très longtemps.
Alors, il voulait rencontrer des gens pour parler un peu de la situation actuelle, alors dans tous les domaines, dans le spectacle, dans ceci, dans cela. Bon, on les avait invités à déjeuner. On est arrivé à midi, et à midi, il y avait 2-3 patrons qui étaient là, plus un ou deux hommes politiques, mais inconnus. Genre Raymond Barre, mais je veux dire pas Raymond Barre, mais physiquement Raymond Barre. Et puis alors, un petit apéro, oui, alors ils en se sont tapés, 1, 2, whisky, machin. Bon, moi, je dis, petit coup de blanc. On est passé à table. Il y a eu 6 plats avec 6 vins. Et après, les cigares, les cognacs. Et on est sorti à 5h30, 6h du soir. Et le type, en sortant, il me dit « Merci beaucoup d'être venu. Vous savez, nous avons un déjeuner comme ça tous les jours. Et aujourd'hui, vraiment, c'était très intéressant et très amusant. » J'ai dit « Mais s'il a ça tous les jours, le mec, il est mort, il va mourir. Il faut absolument que... » Vous voyez, quand tous les jours, il faisait ça, le type. Oui, le déjeuner fait partie de la culture de la décision en France. Alors vous êtes un peu, Jean-Yann, je suppose, déchiré par votre bien-être en France. Vous aimez bien ce pays. Et quand même, du point de vue professionnel, vous êtes venu à Los Angeles. Je ne suis pas déchiré. Non. Il n'a pas l'air, hein, franchement. Non, mais je ne suis pas déchiré. Pourquoi voulez-vous que je sois déchiré? Non, mais où vous sentez-vous le mieux? Pour travailler, c'est là-bas, et pour vivre, bien c'est ici. Mais non, pas pour vivre, c'est pas ici. Non, non, du tout. C'est partout. Je veux dire, où je me sens le mieux pour vivre, c'est à Bali, si vous voulez que je vous dise. Ça, c'est bien. Mais autrement... Ah bon? Ah oui, parce qu'il y a des plages, il fait beau. Il y a des plages à Los Angeles, il n'y a que ça. Oui, non, à Los Angeles, il y a des... Non, il faut quand même faire 25 minutes de voiture pour aller à la plage. Hein. C'est pas... Et à Bali, il faut faire combien d'heures d'avion? Il faut ouvrir la porte. Ah oui, mais l'avion, ça porte... L'avion, c'est du boulot, puisque je regarde les films dedans. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que j'aime bien être ici parce que je rencontre des copains et parce que j'y retrouve ma famille de temps en temps, enfin une partie de ma famille. Mais c'est pas un pays sérieux. Alors comment vous pouvez concilier la fainéantise, du moins affichée, et votre vénalité? C'est-à-dire vendre de plus en plus cher ce que vous mettez peu de temps à faire, c'est ça un peu? Non, c'est pas moi qui m'en occupe de ça. Moi, je donne simplement des indications sur ce que je pense qu'il faudrait faire dans un certain nombre de domaines. Ça, c'est pour ce qui concerne les choses américaines. Et puis ici, ici, quand je viens, c'est parce qu'on me demande de tourner. Et à partir du moment où on me demande de tourner, le matin à 8h30, il y a un mec qui vient me prendre en voiture, m'amène, je prends un petit café, je lis les journaux, et puis j'attends qu'on me dise « Bon, c'est à toi maintenant, tu viens, tu ouvres la porte, tu fais un sourire, tu la refermes. » Pouf. Je me lève, je fais ça, et puis je vais me rasseoir, et 2h30 plus tard, on fait le contre-champ. Donc c'est pas bien dur. C'est pour ça que vous avez écrit, j'ai vu dans un journal une interview de vous, vous avez déclaré « jouer m'emmerde ». Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit c'est ce qui m'emmerde le plus. Oui, Pardon. C'est une des choses qui m'emmerde le plus. Mais parce que justement, ça correspond à trop de... Ça ne veut pas dire que... Parce que les gens disent, mais comment vous pouvez dire ça alors que c'est votre boulot, votre machin? Alors j'ai dit, c'est vrai que c'est mon boulot, mais c'est mon boulot parce qu'on me demande de le faire comme ça. Alors quelle différence ça a entre les gens enthousiastes et les gens pas enthousiastes, puisque ce qu'il faut, c'est le résultat final. Que ce soit emmerdant. Est-ce qu'un type, bon, je sais pas, qu'est-ce que je vais trouver comme exemple? Un fossoyeur qui fait des trous dans les cimetières, on ne peut pas dire que ça soit vraiment très, très rigolo. Mais s'il fait bien son trou, le type, il a des raisons d'être content, mais il a aussi le droit de dire que c'est chiant. On lui dit, mais bravo, cher ami, c'est extraordinaire, votre trou. Il dit, bah oui, d'accord, j'ai passé 5 heures à faire un trou, mais c'est formidable. Vous devez être content. Il dit, non, je ne suis pas content. Je serai content samedi quand on me donnera la paye, et puis simplement, en attendant, je fais des trous. Alors, j'ai posé ma question différemment. Qu'est-ce qui vous emmerde le moins? Ce qui m'emmerde le moins, c'est quand je suis tout seul et que j'extrapole sur les choses qu'on va faire et dans lesquelles je vais pouvoir intervenir. Quand on m'appelle, reprenons cet exemple admirable du type de la ville de Paris, du Mondial ou n'importe quoi, qui téléphone. Allô Jean-Yann, oui bonjour, on voudrait faire une manifestation formidable pour l'ouverture du Mondial et on n'a pas beaucoup d'idées. Il y a un type qui nous a proposé 4 géants, mais on pourrait peut-être trouver quelque chose. Alors là, je suis content, parce que là, je vais gamberger sur ce que je vais pouvoir raconter au type. Je dis, vous devrez faire ça, vous devriez faire ça, vous devriez...
Et puis, sans oublier quand même l'acteur. Alors, oui, quel emploi on vous propose? Toujours le rôle de Ronchon, Ronchon, et misanthrope, grincheux. Le râleur, français, franchouillard, Alors, avant, je faisais le type de 30 ans franchouillard et râleur. Après, j'ai fait le mec de 45 ans râleur et franchouillard. Et maintenant, je commence à faire les vieux cons français qui râlent et qui... Ça vous ennuie pas d'être cantonné dans cet emploi? Non, c'est d'ailleurs pas le cas de... Mais non, parce que... C'est pas le cas de... Mais non, je vais vous dire, un jour, on m'a... film de Waterhouse. Mais non, parce qu'on m'avait dit un jour... Vous avez une réputation internationale de râleur et de ronchon. C'est pas vrai, parce que j'ai fait beaucoup de films étrangers. Et les films étrangers que j'ai faits sont des films pour lesquels les gens m'ont demandé après avoir vu les films qui étaient allés à l'étranger. Alors je donne un exemple. Par exemple, au Danemark, il n'est jamais sorti un seul film comique de moi, ou un seul film de moi, râleur. Et il n'est jamais sorti non plus les nanars dont on parlait tout à l'heure. Donc il est sorti seulement les films de Godard, les films de Chabrol. Donc là-bas, pour les gens là-bas, je suis un acteur intello, un fou furieux. Donc j'ai fait un film d'Henning Carlsen au Danemark qui m'avait demandé, parce qu'il avait vu ça, et on a tourné La vie de Gauguin. Donc on peut pas dire... Encore une fois, je suis rentré là-dedans. À l'extérieur, je suis pas un marrant du tout. Et ça se complète d'une admirable facilité que j'ai à ne pas parler les langues de ces pays-là. Donc par conséquent, quand j'arrive, je suis pas du tout brillant à la radio, en danois. Oui. Alors il y a un mec qui est là, il vous demande si ça a été dur. Je dis yes. Je ne peut pas avoir une réputation de marrant, hein. Mais alors, ça vous ennuie pas d'être cantonné là-dedans Mais non, c'est ça qui est rigolo, d'être considéré différemment dans des tas de pays. D'être l'acteur shakespearien ou chabrolien, enfin, un télo. Non, mais à Bali, je suis pas acteur. Pourquoi à Bali, je suis le mec qui a loué la maison. Quel est le dernier film que vous ayez tourné en tant que metteur en scène, le dernier? Vous vous souvenez pas? J'ai dû tourner, je crois que c'est La Barbichette. Je te tiens, ouais. La Barbichette. Et vous ne comptez pas vous y remettre, non? C'est trop de boulot? Si, je vais peut-être m'y remettre maintenant, parce que je commence à avoir j'ai deux trucs. J'ai eu un ou deux sujets dans lesquels je pourrais avoir un petit rôle. Ce qui me laissera du temps pour pouvoir m'occuper du film. Et c'est le film que j'ai pas pu faire jusqu'à maintenant, parce que c'était des vieux qui devaient le faire et qui sont morts. Mais comme j'arrive à cet âge-là, maintenant, je vais pouvoir reprendre tous ces trucs-là. Si vous demandez de... Pardon, excusez-moi. Oui, et puis je vais peut-être... je voudrais faire un film sur... Quand même, je voudrais faire un film sur l'argent. Parce que je crois que c'est... Il y en a eu beaucoup déjà. Oui, non, mais enfin... Même Bresson, il me semble. Bresson, votre ami Bresson, on a fait... Si on proposait un film, je ne sais pas, moi, tiens, sur Monica et l'affaire Clinton... En France, d'une telle banalité, cette opération, n'est-ce pas, qui est pratiquée dans les bureaux, que je ne crois pas à la radio. Hein, pas dans la radio publique. Je sais pas. Public, non. Privé. Ah bon? C'est des souvenirs de la rue Bayard? On se gratte pas. C'est comme ça que vous appelez ça? Non, vous n'accepteriez pas, non, c'est pas... De quoi? C'est un vrai faux sujet. De jouer Non, pas ça. Clinton. Je pourrais faire la doublure. Laquelle? Pas Monica. Non, je vais vous dire si, pourquoi pas, mais ça serait pas le phénomène de la bricole faite avec Monica faite à M. Clinton. Je le ferais bien parce que en Amérique, il y a quand même eu un truc formidable, c'est que les humoristes et les gens de la radio ont tourné ça en dérision, alors que c'était jamais arrivé. En France, si on chope le président de la République en train de pratiquer un petit coït furtif dans une porte cochère d'un bâtiment officiel, tous les gens vont éclater de rire. Tout le monde s'en fout et tout le monde trouvera ça très bien. On dira, alors qu'est-ce bon. En Amérique, c'était très très sérieux. Et finalement, c'est devenu rigolo. Et en fait, c'est ça qui a sauvé Clinton. Donc, sur la façon d'inverser l'opinion publique avec des humoristes, ça, c'est un sujet qui pourrait être pas mal.